La campagne ISF s'annonce mouvementée cette année. On ne sait pas très bien à quelle sauce les assujettis vont être mangés. C'est l'objet de la discussion de la loi de finances qui s'annonce au cours des prochaines semaines. On parle de plus en plus d'incorporer dans l'assiette les œuvres d'art. Justement, c'est le thème de cette émission dans Les décideurs de la finance. Un décideur de la finance consacré à l'ISF avec deux invités, Laurent Strichard. Bonjour Laurent. Bonjour Thomas. Président d'Ophiliam Développement Conseil. Exactement. Une structure qui fait de l'investissement, pas que ISF. C'est combien à peu près le montant de fonds ISF dans les montants gérés? Alors aujourd'hui, on gère une centaine de millions d'euros, dont une quinzaine en ISF. On gérait une trentaine de millions d'euros en 2009. Et notre but, c'était à la fois investir dans les entreprises non cotées, en private equity, mais également en capital développement grâce à l'ISF. Donc 15% à peu près des encours, on peut dire ça. Environ, oui, exactement. Et à vos côtés, Franck Laclé, bonjour. Bonjour. Vous êtes gérant d'une société qui s'appelle Domaine et Patrimoine, avec un métier, le métier de la forêt. Vous exploitez des forêts, 4000 hectares, si mes chiffres sont bons. C'est ça, à peu près, oui. Pour le compte de clients. Et vous avez développé une niche aussi, parce que la forêt sort de l'assiette ISF, consacrée à l'investissement dans des forêts. On parle déjà de la situation, de l'actualité politique, avec beaucoup d'allers-retours, de petites phrases, de déclarations. Ce dernier coup d'éclat, faut-il sortir les œuvres d'art de la défiscalisation? Ça perturbe vos métiers, j'imagine. Ça les perturbe beaucoup. Il y a un buzz négatif qui date depuis mai, en fait, qui a coupé une campagne de collecte de fonds. Mais surtout, avant d'être investisseur, j'étais entrepreneur. Quand j'étais notamment directeur général de Bourse Direct, j'ai levé beaucoup de fonds. On a créé pas mal de sociétés. Avant Bourse Direct, je m'occupais d'un incubateur. Et c'est parce que j'ai fait ça qu'on a décidé d'aider les entrepreneurs à lever l'ISF. Et notre problématique principale, c'est avant tout de sélectionner des bons projets et d'amener les fonds au bon endroit, au bon moment, pour que l'entreprise se développe. Et quand vous travaillez pendant 6 mois, 1 an, sur une levée de fonds qui doit se faire au 15 juin, un décalage éventuel au 15 septembre, une incertitude totale sur le taux de défiscalisation qu'on peut apporter, ça coupe une campagne. Il y a des entreprises en difficulté, si on va plus loin actuellement, à cause de ça, parce qu'ils ne seront pas sûrs au 15 juin, c'était l'ancienne date, maintenant c'est le 30 septembre, d'avoir les fonds en caisse? C'est difficile à dire. Il y a deux approches. Il y a une approche qui est la nôtre, qui consiste à d'abord sélectionner une entreprise et un projet, et parce que cette entreprise nous plaît, de voir comment la meilleure façon de lever des fonds. Et souvent, pour de jeunes entreprises, l'ISF PME est la meilleure façon d'amorcer la chose. Elle n'existerait pas, on ne pourrait pas s'y intéresser, on serait sur du private equity pur. En conséquence de quoi, c'est parce qu'on a choisi, et on choisit tous les ans 4-5 projets, on veut vraiment les accompagner, qu'on peut lever entre 10 et 15 millions d'euros tous les ans. C'est le cas depuis l'an dernier. C'est des projets qui ne seraient pas financés sans ça, sans cette ISF PME? Non, ce sont des projets qui ne seraient pas financés, je pense, ou différemment, beaucoup moins rapides. La volonté de changer de dimension ne serait pas là. Franck, est-ce que vous observez justement ce problème de collecte actuellement? Très concrètement, alors c'est vrai ce que vous disiez par rapport au décalage, qui est l'incertitude à la part de nos distributeurs et de nos clients, qui se demandent, vous le disiez tout à l'heure en préambule, à quelle sauce ils vont être mangés. Nous, on a aussi un souci qui est un souci d'investissement, c'est que acheter une forêt, ça prend beaucoup de temps. Pourquoi? Parce qu'il faut l'auditer, il faut la visiter, il faut faire plusieurs visites terrain en été, en hiver, donc ça demande un vrai travail. Il faut 10-15 visites à chaque fois et les forêts sont disséminées un peu partout. Et qu'une fois qu'on en a choisi une, les acheteurs en face veulent aussi être payés. Donc il faut qu'on puisse nous caler finalement nos investissements avec une politique économique ou fiscale qui est très fluctuante. Mais actuellement, vous avez déjà collecté une partie ou est-ce que vous dites, oui. Les gens ne vont pas bouger avant le 30 septembre, le 29? Alors, on a aujourd'hui, nous, un massif qui va être acquis fin juin, pour lequel on a déjà une partie de la collecte de l'année dernière qui sera positionnée dessus. On est très serein parce qu'effectivement, on est au bout de terminer cet investissement. Mais c'est un heureux hasard, ça aurait pu ne pas être le cas. Est-ce que vous dites, après les œuvres d'art qui sont dans la ligne de mire du législateur, c'est la forêt le prochain sur la liste? Parce que finalement, il y avait ça, de l'outil de travail, œuvres d'art et forêt, c'est les grands... Oui. La forêt, elle bénéficie en fait hormis l'avantage fiscal
de réduction d'impôt sur l'ISF et d'imposition sur le revenu également. Elle bénéficie, et à mon sens, c'est même la philosophie même de la forêt, en tout cas fiscalement parlant, d'abattement en matière de succession et donation. 75% de la base taxable, 75% pardon, du montant échappe à la base taxable. Et la mécanique est la même en matière de base taxable ISF. Et les lois concernant la réduction d'impôts en matière de transmission de donation datent de 1930. Elles n'ont jamais été modifiées depuis. C'est un rythme long, le rythme d'un arbre. C'est ça. C'est aussi pour ça que les engagements de gestion qu'on doit prendre sont relativement longs, parce qu'on n'est pas sur un actif financier rapide. Et un actif financier donc, qui séduit de plus en plus apparemment, et pourtant qui ne rapporte pas énormément en termes de rendement. Alors, on est effectivement sur un actif qui est très stable. Alors, j'aime bien le mot actif parce que pour nous, la forêt, c'est avant tout la matière première, avec tous les débouchés concernant la cogénération, les maisons Saturbois, etc. C'est d'abord, avant tout, la matière première. Il faut faire attention, donc justement, que cette matière première ne subisse pas les assauts des places financières en matière on va dire de volatilité ou de cours de bourse. Maintenant, on est sur un actif qui est stable par définition, qui fournit à peu près 2% de rentabilité par an net et 1% de capitalisation. Donc c'est une valeur refuge quelque part en fait pour un investisseur. Le fait qu'il y ait ce changement de règles du jeu,